Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo qui va changer par rapport au format habituel parce que je ne suis pas seule, je suis avec Cyrielle. Est-ce que tu peux du coup te présenter en quelques mots? Alors moi je suis illustratrice BDiste, j'ai pérégriné, j'étais graphiste avant, j'ai fait de la direction artistique chez mademoiselle.com et maintenant depuis un petit bout de temps je suis freelance et j'ai sorti une BD qui parle de sexualité qui s'appelle Le vrai sexe de la vraie vie. L'idée aujourd'hui c'était de faire un format vidéo détente, discussion, parce qu'on s'est rendu compte avec Si qu'on avait un certain nombre de points communs dans nos activités et dans nos métiers justement d'autrice, slash BDiste, slash... on peut dire autrice, voilà, tout, ça englobe voilà. tout. Et notamment un sujet qui revient assez souvent, c'est celui de l'incertitude et de la précarité. Ah ouais. Voilà, qui est un grand sujet. Alors comme ça ne vend pas forcément du rêve, bien sûr. Restez. Mais l'objectif de la chaîne YouTube, c'est justement de vous montrer les coulisses, de vous montrer l'envers du décor et de recueillir aussi un certain nombre de paroles et de témoignages d'artistes dans leur quotidien, dans ce qu'ils peuvent vivre. Et en discutant comme ça, on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir un véritable dialogue comme on l'a tous les jours, mais en fait de le filmer. Dans l'idée, on va parler aujourd'hui de l'incertitude et de la précarité. Parce que très souvent, on a l'impression dans l'imaginaire collectif que quand on est artiste et qu'on vit de son art, c'est qu'on a merveilleusement réussi et que la vie n'est qu'un long chemin doré de gloire. Oui, et puis ça colle bien au côté artiste. Soit il y a l'artiste tourmenté. C'est ça, bien sûr. Et il y a l'artiste tourmenté et l'artiste qui a réussi, qui peut être aussi un peu tourmenté oui, aussi au passage. Éventuellement. Ou en effet, sinon... tu n'es pas connu de ton vivant et tu meurs dans la misère la plus totale. Oui, naturellement. Van Gogh. C'est ça, c'est ça. Toi-même, tu sais. Comment toi, tu définirais ton quotidien, voilà, actuellement, maintenant que tu vis de ton art, parce qu'en effet, entre l'illustration, entre la BD, aujourd'hui, c'est vraiment ton métier à plein temps. Ouais, je vis de mon trait, mais par contre, je vis pas encore de la BD. Ouais. La bande dessinée, ça arrivera un jour. Pas de souci. Mon quotidien, en fait, on a tendance à croire que c'est de la création pure à 100% tout le temps. Et c'est faux. C'est pas tout le temps de la création. Il y a une grosse part de trucs chiants à laquelle on peut pas y couper. Tu les définis tellement bien. Ouais, c'est ça qui est l'administratif, la relation client. Je dois segmenter mon travail entre la création, toute la partie administrative, les devis. Et en fait c'est vraiment un tout avec des parties très cool et des parties très chouettes. C'est ça, c'est ce que je dis assez souvent, c'est qu'à partir du moment où ça a été, c'est une passion, quand elle devient aussi un métier, on se scinde en deux, l'artiste et d'un autre côté, on va dire le professionnel qui va devoir gérer du juridique, de l'administratif, de l'organisation et tout un tas en fait, de choses dont on n'a pas forcément conscience au début. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu pour mon travail à la chaire des auteurs illustrateurs jeunesse, parce que c'est aussi des sujets qui m'intéressent beaucoup, la situation économique et sociale des auteurs du livre qui a été lancé par le ministère de la Culture en 2016. Donc là c'est la version mars 2017 qui est, bon là c'est le rapport de synthèse et puis il y a plusieurs versions avec différents panels et différents échantillonnages d'auteurs entre ceux qui sont affiliés à GESA. Donc en fait pour résumer, quand vous passez un plafond de 8 700 à l'heure actuelle euros de droits d'auteur par an, vous devenez affilié à GESA. Et la GESA c'est l'organisme qui fait écran entre la sécurité sociale et les auteurs. C'est pareil pour la maison des artistes. Exactement, c'est l'équivalent. À partir du moment où tu es affilié, tu as des prestations sociales. Parce que par exemple, imaginons je tombe enceinte à un moment donné, ce serait sympa d'avoir un congé mat. Ouais, voilà. Mais par contre, quand tu es juste assujetti, tu cotises, mais tu cotises pas assez pour avoir les prestations sociales. Tu cotises pour la solidarité. Voilà, c'est ça. Cette étude-là, elle porte sur les auteurs affiliés, donc c'est un échantillonnage d'à peu près 1000 environ auteurs, autrices, et ça donne dans des secteurs très différents. Et il y a un nuage de mots parce qu'ils ont aussi fait remonter un certain nombre de paroles d'auteurs sur tout un tas de sujets. Ils ont fait un nuage de mots que je trouve assez génial sur les mots qui revenaient le plus souvent dans la profession. Les 4 mots qui reviennent le plus souvent sont passionné, précaire, difficile et mal payé. Alors, quand on fait le ratio positif-négatif, bon. Mais par contre, le mot passionnant, il est gros. Mais précaire aussi, voilà. très gros aussi, précaire. Et du coup, c'est intéressant parce que
finalement, le terme précaire, on sent, la charte des auteurs-illustrateurs jeunesse a toujours fait cette revendication de dire que nous sommes précaires. Et on nous renvoie très souvent à la figure, mais précaire, déjà, ça sous-entend que vous êtes une profession, mais en fait non. Ouais. Et du coup, on a tout un travail à faire pour expliquer que oui, c'est une profession, en fait, ce n'est pas juste une activité, c'est pas juste un hobby, un à côté. Pour un certain nombre, c'est vraiment un métier, Ouais, c'est une expertise, ce sont des compétences, ce sont tout ce qu'on veut, c'est de l'art mêlé au moment où oui, c'est aussi un travail. Donc là, je vous invite à regarder la vidéo que j'avais faite sur travail et créativité, qui reprend un peu ces thématiques. Du coup, est-ce que toi, tu sens cette précarité? Ah oui, non mais alors oui, c'est du subjectif, donc clairement tu pourras pas apporter la même chose qu'un autre illustrateur, etc. pourra amener. Tu te retrouves face à une société qui te prend un peu pour un saltimbanque. Ah, ces artistes bohèmes. Tu dois faire un bras de fer avec tes clients, par exemple, pour tes devis, pour tarifer à la juste mesure. Je me fais un bras de fer avec mes clients, mais je me fais aussi un bras de fer avec ma propre profession, où je passe mon temps à dire arrêtez de remercier le client de vous donner du travail. Je passe mon temps à dire s'il vous plaît, pas de travail gratuit. Pas de travail gratuit. Déjà notre profession est précaire, si en plus ça devient du bénévolat, mais enfin, on n'en sort plus, tu vois. La précarité, elle est donnée par plein de facteurs différents, et par exemple, c'est une profession où on a tendance à dire ouais mais c'est du travail. Ouais mais enfin ouais là on me propose 40 illustrations pour 40 €. Ouais mais c'est du travail. Non, c'est pas juste du travail. En fait là ça me coûte à moi en fait de dessiner pour cette personne, donc c'est pas intéressant. Il faut réussir à former par exemple tous les BDistes par exemple aussi à négocier leur contrat. Tout à fait. Ne serait-ce déjà que de ne pas comprendre ce qu'on signe, c'est très grave. Et ça, je crois que je le dis à peu près 40 fois par jour. Mais c'est intéressant en fait parce que c'est un métier qui demande un certain nombre de formations. Il n'y en a pas tant que ça à l'heure actuelle et c'est très important. Mais là où des associations comme la Charte des auteurs-illustrateurs jeunesse, le SNAC, la SGDL, etc. jouent un rôle parce qu'il y a des services juridiques, mais il faut déjà avoir la démarche en effet. Il faut savoir qu'ils existent aussi. Il faut savoir qu'ils existent et il faut ensuite adhérer et faire la démarche de faire lire son contrat et de ne pas juste se réjouir en effet. Et c'est là qu'on se dit oui, on est professionnel et on doit absolument comprendre ce qu'on signe. On est dans un milieu dans lequel on nous explique que c'est une faveur en fait. On nous fait une faveur. Et sortir de ça, c'est aussi avoir conscience de sa propre valeur, aussi d'une certaine façon. Du coup, on est souvent sur quelque chose un peu à deux vitesses. Ouais, bien sûr. Entre ceux qui l'acceptent et ceux qui l'acceptent pas. Et puis en plus, souvent, le problème, c'est que souvent on me dit ouais, mais moi, c'est pas parce que moi j'ai accepté ça que ça va pénaliser tout le monde. Moi, c'est à petite échelle. Bah en fait, si. Ça veut dire que ça participe à tout descendre de manière planchée. C'est-à-dire que quand un auteur signe son contrat sans le lire ou accepte des clauses abusives, et l'éditeur va se dire je vais le faire pour tout le monde, et quand il y a une personne qui fait mais c'est une clause abusive, ah ouais mais tout le monde a signé là. Tout le monde a signé, donc pourquoi tu... Si tu le signes pas, tu t'en vas. Et alors qu'en fait, non, ça devait être dans l'autre sens, ça veut dire une levée de front en disant bah non, moi je signe pas ça. Hein. Et c'est... moi non. Non mais en fait c'est juste que je vous encourage vraiment à être proactif là-dessus et ne pas voir ça comme une faveur, comme tu le dis très bien. Tu participes à un écosystème dont tu es la base. Exactement. Donc, et à un moment donné, ce qui est assez intéressant dans notre système aussi très français, où le rapport aux éditeurs à l'heure actuelle, c'est toujours assez affectif, familial, etc. Il y a un moment donné, on est une profession. Et les éditeurs, qui ont tout un tas de qualités, sont des entreprises. Donc, même si on négocie avec une seule personne, derrière, il y a des groupes, grands, petits, des éditeurs indépendants, etc. Et à un moment donné, les éditeurs ne sont pas des associations, ils ne sont pas dans le caritatif. Certes, ils défendent la culture, mais nous en sommes les plus grands représentants, n'est-ce pas? Parce que ce sont nous les créatifs. Et voilà, ils prennent un risque qui est mesuré avec un pari qui est aussi économique. Parce qu'il faut rappeler qu'à un moment donné, le livre publié, c'est notre trip, c'est notre art, c'est ce qu'on a fait de mieux, mais à partir du moment où il est en vente, ça devient aussi un objet économique et on ne peut pas s'aveugler sur cette réalité. On sait qu'il y a une dégradation à l'heure actuelle des revenus des auteurs, donc c'est quand même un sujet très préoccupant, et donc cette précarité,
à ton avis, elle passe par quoi? Parce qu'il y a en effet cette dégradation de revenus, mais il y a aussi tout ce qui est lié au fait que, par exemple, parfois certaines personnes pensent qu'on est comme les intermittents du spectacle. Ouais. Mais en réalité, au moment où voilà, on n'a pas de contrat d'édition, voilà, Ouais. on n'a rien. Plus de 80% des auteurs et autrices qui ont de la protection sociale n'ont pas posé de congé maladie ou même de congé maternité, etc. Parce qu'en fait, et moi-même, la première, il y a vraiment tout un travail à faire là-dessus. Comme on est un peu hors des cadres, bon voilà, on sait qu'on a cette protection, on n'est pas aussi assez informé pour Ouais. l'utiliser, et aussi parce qu'on est des travailleurs acharnés, C'est ça. et qu'on est malade, et ben on va quand même écrire, on va quand même dessiner, etc. C'est ça. Ce qui est assez éreintant en fait. Et moi je sais que j'ai cette culpabilité qui est très présente quand je bosse pas 2 jours de suite, alors que c'est juste un week-end. Oui, c'est ça. Exactement. Bah, j'ai tendance à me dire merde, ça avance pas et tout. Et en plus, vu que j'ai pas la sécurité d'un salaire qui tombe tous les mois, Tout à fait. je me dis, en fait, il faut vraiment voir sur du long terme. C'est-à-dire que moi, au début, quand je me suis lancée en freelance, je me versais une toute petite somme, mais qui me permettait même pas d'épargner, alors que j'avais un fonds, tu sais, genre tu fais toujours un fonds. Et quand t'es freelance. Et genre j'étais un peu en mode genre la fourmi, tu vois, on prend pas de temps pour soi, on prend pas de temps, il faut engranger. Et c'était pareil pour les vacances, hein, alors là, les vacances tu peux dire ciao. Et voilà, et en fait c'est aussi par exemple cette grande précarité dont tu parles, on n'a pas le chômage. Moi j'arrête, je me dis j'en ai marre d'être mon propre patron, je me fais une rupture conventionnelle avec moi-même. Je démissionne de moi-même. Voilà. Et en fait, voilà, j'ai pas de chômage, j'ai pas de backup en fait. Mon backup c'est la trésorerie que j'aurais mis de côté, etc. Et très souvent on croit que on met auteur un peu dans la case artiste et donc intermittent, mais nous on n'a pas du tout du coup, les mêmes avantages, alors que d'un point de vue culturel, bon. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, pourquoi on n'a pas ça aussi, c'est le rapport au temps. C'est-à-dire que nous, on n'est pas rémunéré à l'heure, on est rémunéré en fait au contrat pour, on va dire, une œuvre, donc illustration ou en effet BD ou en effet roman, etc. Et ça c'est très particulier parce qu'on a ce qu'on appelle un avaloir, donc qui est une avance sur droit non remboursable que donne l'éditeur et qui peut être versée. Et donc là c'est un petit conseil, mais ne pas accepter que ce soit versé à parution, parce que moi ça m'arrivait très souvent. Ah, ça se fait ça? Oui. À parution? À parution. Non mais le monde du livre, Je découvrir. savais pas ça. C'est-à-dire que par rapport à toi, dans ton rapport avec un client pour une illustration, tu as plein de cas de figure différents au niveau du versement de la valoir. Ça peut être à signature du contrat, ça peut être à remise du manuscrit, à validation du manuscrit ou à parution. Donc ça peut être tout d'un coup ou fragmenté, donc voilà, en fonction des contrats. À parution, moi ça m'est arrivé par exemple, l'éditeur décide qu'il va la décaler de 6 mois, bah là tout est patatras, quoi. Donc en fait on est vraiment, au niveau du livre, on sent qu'il y a une professionnalisation qui arrive et que quelque part les méthodes de rémunération ne sont pas du tout adaptées. Donc il y a déjà cette histoire de la valoir, et donc ensuite il y a l'histoire de la reddition de compte. Donc la reddition de compte, c'est les relevés de droits qu'on reçoit. Il faut savoir que dans le livre, on reçoit ces chiffres de vente que seulement une seule fois par an. Et donc c'est complètement absurde parce qu'on a un sens, vous vous rendez compte, donc on n'a pas accès à nos chiffres le reste de l'année, donc on ne sait que voilà, entre mars et juin on va dire. Et heureusement qu'il y a les réseaux sociaux pour avoir ne serait-ce qu'à peu près une idée des retours et de... Oui c'est ça, et en plus encore, c'est pas forcément, ça ne veut rien dire. Ça veut dire que s'il y a un engouement, pour au moins avoir des retours quoi. Tout à fait. Sinon c'était des dates de dédicace. Donc c'est vraiment ça aussi problématique dans la précarité, c'est que vous pouvez avoir fait un grand succès, mais finalement vous n'en verrez pas les droits avant vraiment longtemps. C'est ça. Et ça on s'en rend pas compte, mais c'est quand même très pesant. En gros, pour pouvoir vivre, par exemple de la bande dessinée, il faut réussir à sortir, déjà il faut vivre 2 ans. Quand tu commences, t'as rien fait. Tu vis 2 ans sur je sais pas sur quoi, hein, clairement. Et après, il faut vraiment que tu enchaînes les succès très vite pour pouvoir avoir une arrivée de droit régulier. Un autre domaine, c'est les interventions scolaires qui sont beaucoup pratiquées, notamment en jeunesse. Il y a des grands temps de décalage aussi de paiement. J'incite très vivement à mettre des pénalités de retard parce qu'il y a un moment donné où on n'ose pas et on est face à des différences. Parce qu'on a une attitude en tant qu'auteur où parfois on manque aussi de professionnalisation. Mais toi, dans ton travail d'illustratrice, c'est intéressant parce que tu as le côté BDiste et illustratrice. Et avec ce que tu appelles tes clients en illustration, tu n'hésites pas à avoir en effet Alors,
mois, quelques temps avant la date, c'est 30 jours. Normalement, le paiement d'une facture, c'est 30 jours, légalement. Et après, c'est des pénalités de retard. Au bout du 30e jour, je deviens une machine de guerre. Moi, j'ai tendance après à, tu vois, à vachement relancer, dire bon... Et après, il y a des manières de procéder. Un client qui ne paye pas dans les temps, il y a un truc qui s'appelle le kit de survie du créatif. Tu as toute la procédure de comment tu fais, de la première relance à la mise en demeure, etc. Même aux avocats, je vous conseille vraiment d'aller voir ça si vous êtes... parce qu'il y a un moment, il y a un sas de non-retour. Ça veut dire que quand le client, ça fait 3 mois qu'il t'a pas payé, moi je vous incite à gueuler même bien avant, mais quand ça fait 2 mois qu'il t'a pas payé, mais ne bossez plus jamais avec ce client. Du coup, cette précarité, elle est liée à plusieurs choses. Déjà, le fait qu'on est quand même soumis à cette notion d'incertitude dans le succès. Ouais. Mais ça, on va dire que bon, ça fait complètement partie du jeu de la création et on le sait à un moment donné. Et il y a aussi le fonctionnement du monde de l'édition qui fait qu'à l'heure actuelle, entre les avaloirs qui peuvent être fragmentés, et là moi je vous conseille vivement justement de les fragmenter le moins possible, entre en effet les rééditions de comptes une fois par an, il y a un moment donné où en fait il n'y a rien de régulier. Et ça c'est extrêmement difficile. Deuxième chose sur la précarité dont j'avais envie qu'on parle, c'est le temps de vie des ouvrages en librairie. C'est un sujet assez intéressant. Non mais parce qu'en fait... on parle d'incertitude, mais cette incertitude, elle se joue aussi sur, au moment de la sortie. Donc vous avez passé 1 an, 2 ans ou 3 ans à travailler sur un ouvrage, à mettre toutes vos tripes, tout votre cœur, temps. Et à l'heure actuelle, nous sommes dans une période de ce qu'on appelle la surproduction librairie, c'est-à-dire qu'on a eu une hausse vraiment conséquente du nombre de titres parus, et les librairies sont assez inondées à l'heure actuelle. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le strip qu'a fait Maliki à ce sujet qui est super bien synthétique pour expliquer l'univers du livre, comment ça fonctionne entre libraire, diffuseur, etc. Et en fait, on se rend vraiment compte que la durée de vie d'un livre est extrêmement limitée. À présent, voilà, c'est, on va dire, quelques semaines, ça dépend des librairies, hein, je généralise, mais si tout de suite le succès n'est pas au rendez-vous, on sait que le livre meurt et n'est plus présent. Après, en fait, quand le succès n'arrive pas, ils sont mis en réserve, donc après ils apparaissent même plus en tête de gondole et tout, mais en fait c'est pas, le but n'est pas de fustiger les libraires, c'est qu'en fait les libraires ils ont un espace, ils font ce qu'ils peuvent, ils ont un espace qui n'est pas extensible, et le but aussi c'est qu'ils vivent, hein, en fait, donc il ne faut pas mettre un livre qui marche pas devant. Bien sûr. Et après en fait ces libraires qui vont acheter ces livres, se les font rembourser. Ils les retournent. Ils peuvent les retourner et se faire rembourser. Ils ont des avoirs. C'est ça, des avoirs. Et ça retourne à l'intermédiaire qui est l'espèce d'énorme pieuvre qui donne à tout. Ça s'appelle le diffuseur. Il y a le diffuseur et le distributeur qui sont deux choses différentes. Le diffuseur, c'est celui qui a cette activité commerciale, et le distributeur, c'est vraiment la logistique de transport. Effectivement. Voilà. Donc ils sont retournés au distributeur. Et après, le distributeur se retourne après vers l'éditeur, parce qu'en fait, il y a le stockage de livres coûte excessivement cher. Ils ne peuvent pas les laisser comme ça pendant des lustres. Parfois ils sont réinjectés, mais très souvent ils sont détruits. Donc souvent quand ils sont en fait les libraires renvoient en fait leurs invendus, et en fait parfois ils sont sur la plateforme et imaginons qu'une librairie en a besoin d'un certain nombre, ils les redispatchent. Donc en fait il y a un espèce d'aller-retour comme ça pendant un temps, et au bout d'un moment quand ça bouge plus, ils vont voir l'éditeur récupère, soit il stocke, soit... Puis il y a les ouvrages qui sont défectueux, enfin ce qui est vrai c'est qu'en fait ça abîme mine de rien un ouvrage qui est en librairie, qui est feuilleté, machin, bon. C'est ça. Et là ils sont détruits, le pilonnage, qui sont des images assez violentes quand vous aimez les livres. Et surtout écologiquement, ça pose beaucoup de questions. Ça pose beaucoup de questions parce qu'en fait, tout ça, ça part à la destruction. Et parfois, normalement, dans les contrats, tu es censé être mis au courant. Alors, il y a 2 types de pilonnage. Je me souviens plus, en fait. Ça dépend de ton contrat. Voilà, c'est ça. Et normalement, toujours lire ses contrats. Voilà, c'est ça. Et normalement, tu as une clause. Tu peux normalement être mis au courant que ton ouvrage part au pilonnage. Et normalement, tu es censé pouvoir les racheter à un tarif préférentiel. Et après, toi, les revendre de ton côté. Bon, si tu as 5000 exemplaires qui partent au pilonnage, bon, tu as intérêt à faire du stock et de l'espace chez toi. Mais normalement, il y a beaucoup de gens qui sont pas du tout au courant en fait, que leur exemplaire est parti au pilonnage. Et en fait, il y en a beaucoup qui ne le savent juste pas. Et c'est quand même... Ça pique à l'ego. Le pilonnage, ça pique à l'ego, ça fait du mal. Je crois que c'est même pas l'ego, c'est... à un moment, tout ça pour ça. C'est la question du sens, en fait. C'est qu'on se dit, à un moment donné, on a passé beaucoup de temps
Et à la fois, c'est génial la grande distribution parce que quand vous avez un ouvrage et que vous le voyez partout, en librairie, Fnac, espace culturel, enfin c'est génial. Mais d'un autre côté, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt dans le sens où cette exposition très forte, en même temps, elle est très éphémère. Et soit ça prend, soit ça ne prend pas. Et ça participe à une forme aussi de précarité. C'est que quelque part, dans le ressenti aussi, dans notre fragilité, c'est que c'est comme une sorte de gigantesque roulette russe et qu'on a l'impression que parce qu'on est publié chez un éditeur qui est bien diffusé, c'est déjà une victoire, mais quelque part, il y a beaucoup d'éphémère là-dedans. Et c'est vrai qu'on sait que ce qu'on appelle la surproduction participe aussi à la baisse du revenu des auteurs et à leur fragilisation, parce que même d'un point de vue juste mental, c'est très difficile d'avoir travaillé des années... En fait, on parle toujours de la prise de risque de l'éditeur. Et moi, j'aimerais bien qu'à un moment donné, on parle de la prise de risque de l'auteur. C'est-à-dire que vous avez souvent ça dans des contrats d'édition, l'éditeur s'engage à ses risques et périls. Voilà, calmons-nous, calmons-nous. Il prend une prise de risque parce qu'il met en place un certain nombre d'exemplaires. Mais l'auteur, alors, lui, il prend un risque aussi de signer avec un éditeur et de lui confier son œuvre pour une durée de temps, voilà. Et qu'est-ce qui va se passer pour son œuvre? Est-ce que cette œuvre-là va être bien défendue? Est-ce qu'elle va pouvoir trouver son public? Est-ce qu'elle va pouvoir continuer à vivre en librairie? Exactement. Et en plus, il y a un gros vecteur, ça veut dire qu'il y a aussi la communication qui rentre en jeu. Tout à fait. Et imaginons, en fait, les éditeurs qui ont énormément de sorties ne pourront pas gérer la communication de manière égalitaire de tout. Bien sûr. Leur truc, effectivement, quand tu sors le dernier Tintin, t'attends pas à être diffusé, enfin à être plutôt communiqué aussi bien que le dernier Tintin. Tu vois. Donc en fait, il y a une espèce de hiérarchie et d'ordre dedans. Et c'est très dur de passer. Enfin, moi je sais que la communication, c'est un énorme pan pour les ventes. La communication est le travail de l'éditeur. Je tiens à le rappeler. Le bénévolat, c'est quand on le choisit. Le bénévolat, c'est quand on le choisit. C'est la phrase de la vidéo. Exactement. Ça veut dire que vraiment, on ne te l'impose pas du tout. Il y a des auteurs qui sortent une BD et qui n'ont pas de date de dédicace. Tout à fait. Et en fait, les dédicaces, c'est ultra important. Et alors, on va tomber sur d'autres trucs après. C'est-à-dire que c'est ultra important la dédicace pour la promotion, parce que tu es là, ça entraîne de l'achat, ça entraîne de la visibilité, toi, tu rencontres tes lecteurs, tes lectrices et tout. Mais on n'est pas payé pendant les dédicaces. Non. Et donc, quand vous voyez des auteurs en salon, par exemple, vous voyez auteurs et autrices de bande dessinée qui dessinent du samedi au dimanche 10 heures par jour pour les lecteurs, ce qui est génial parce que, je veux dire, on le fait par passion et comme on dit, c'est un bénévolat qui est choisi à un moment donné où on va à la rencontre de nos lecteurs. Mais à un moment donné, c'est quand même un peu choquant de voir les gens travailler autant et à qui ça profite quand même. C'est que c'est des ventes de livres, enfin, je veux dire, il ne faut pas se leurrer, à un moment donné, ce sont des ventes de livres, et donc maintenant vous savez, parce qu'on peut avoir l'impression en se disant ah bah oui, bah, du coup c'est pour votre propre promo, et puis même les gens parfois ils me tendent le billet à moi parce qu'ils croient que ça va, mais je suis là, non, c'est pour le livre, oui merci, moi je toucherai un pourcentage entre, on va dire, je vous donne un échantillonnage des pourcentages pratiqués, entre 5 et on va dire 12% dans seulement 1 an ou 2 ans, quoi. Quand vous voyez par exemple des auteurs et des autrices en conférence ou en des tables rondes, normalement, ces personnes alors maintenant, depuis 2015, le CNL, c'est une réforme du CNL qui dit que toute manifestation, salon, festival ayant des subventions du CNL doit s'engager à rémunérer les auteurs sur les tables rondes. Là, ça concerne les tables rondes. Mais la charte des auteurs illustrateurs jeunesse, là où elle a été vraiment précurseur, on va dire, comme association, c'est qu'elle a mis en place les tarifs de la charte pour les interventions scolaires. Parce que il y a de cela 42 ans, voilà, des auteurs se sont rendus compte qui sillonnaient la France par monts et par vaux toute la journée, qui rencontraient des classes et qui faisaient vraiment, c'est vraiment un boulot quoi, c'est vraiment un boulot, et que c'était limite si les gens ne leur prenaient pas un genre de transport. Enfin, comme si c'était une faveur de faire ça. Et c'est très intéressant de voir que n'importe quel autre secteur, pour de l'animation, pour une expertise, pour des conférences, voilà. Par exemple, sur les tables rondes, les journalistes sont très souvent rémunérés, mais les auteurs non, tu comprends quoi. Et on sent que c'est quand même complètement paradoxal ce truc de parce que tu es un créatif, tu fais ça par sacrifice. On voulait vraiment aussi vous dire à travers cette vidéo, en parlant de ce sujet de précarité par rapport à nos métiers, c'est que très souvent, beaucoup de gens qui travaillent dans le domaine de l'édition ou autour du livre
ne savent pas forcément qui sont ces êtres vivants derrière les ouvrages. Et bah, c'est nous en partie. Et qu'ils ne se rendent pas forcément compte de la difficulté de ce métier et de ses codes et de ses usages qui en font que c'est extrêmement difficile d'en vivre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est difficile d'en vivre pas forcément sur les revenus générés, mais sur la façon et la temporalité de distribution des revenus. Ouais, il faut être proactif, il faut réussir à négocier ses contrats, ne pas avoir peur, savoir qu'on est dans son bon droit et que c'est pas, en fait, c'est pas une exception d'être créatif. Il y a l'exception culturelle, ça c'est certain, mais disons que par moment on se dit que le curseur n'est pas très bien placé et que l'exception culturelle pénalise plutôt... Comment dire, pas l'exception culturelle au sens juridique, mais dans la perception qu'on peut avoir de vous êtes un artiste, du coup on ne parle pas d'argent, du coup on fait ça par pur sacrifice, donc qui est une mentalité particulièrement française, et aussi quelque part on est toujours un peu soumis à ce qui va se passer, au bon vouloir d'un tel, et je trouve que aussi on est très infantilisé. Et très infantilisé, mais ça c'est une évidence. La créativité, l'art, l'expression n'est pas antinomique de l'organisation. C'est ça, de l'organisation. Notre statut d'auteur, il a tout un tas de spécificités qu'à aucun moment on ne remet en cause parce que les créatifs ont réellement des spécificités à tous les points de vue par rapport au rythme de création, par rapport à la temporalité, par rapport à plein de choses. Mais en tout cas, quand on veut en vivre, en faire un métier, on ne peut pas reprocher en fait parce que finalement, nous-mêmes, on participe à quelque chose d'un peu plus grand que nous, qui est finalement l'économie du livre, et pourquoi du coup ceux qui en sont à l'origine ne pourraient pas se positionner d'un point de vue professionnel par rapport à ça. Vous montrez cette réalité-là, cette réalité de ce qu'on nomme la précarité, on n'a pas peur de le nommer comme ça, et bien des associations d'auteurs aussi en parlent de cette façon-là, parce que c'est un réel travail qui en effet est passionnant, mais comme il y a tout un tas de métiers passionnants, mais qui n'ont pas autant, comment dire, de variables qui nous compliquent quand même la vie au quotidien pour pouvoir en vivre. Et je pense, et c'est mon point de vue, que aussi d'être professionnel de son art, c'est aussi des bonnes choses au global parce que d'avoir la possibilité de s'y consacrer, c'est aussi la possibilité de grandir, de progresser, de gagner en maturité dans son œuvre, comment dire, déguiser son regard, etc. Et à un moment donné, c'est peut-être aussi bénéfique dans tout le monde, enfin pour tout le monde dans l'édition, d'avoir aussi des artistes qui ont le droit à ce temps de développement de leur art. Et puis c'est important aussi de savoir tout ça avant de vous lancer. Tout à fait. En fait, il n'y a pas forcément que des gens qui ne sont pas dedans, peut-être qu'il y a des étudiants, des futurs auteurs, autrices. Et c'est important que vous sachiez ça et que vous ayez déjà les armes. Et ça ne vous empêchera pas de faire des conneries au début, mais parce qu'on en fait tous. Et à chaque fois, tu fais je l'ai fait, j'ai fait la connerie. Mais en fait, vous avez les armes pour vous dire ce n'est pas normal. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, un peu différente, mais on aime ça, l'expérimentation. Et du coup, on a fait une autre vidéo, mais du coup sur la chaîne de Si, que je vous invite à aller voir, qui est vraiment une super chaîne, qui parle en vrac d'illustration, de processus créatif, d'administratif. Est-ce que je résume à peu près les conseils à freelance, etc. Exactement. Il y a aussi du dessin accéléré. Oui. Je ne me refuse rien. Speed drawing. De speed drawing. Wow. Et on a tourné une vidéo sur la question de la vocation. Donc là, on a parlé du sujet un peu sérieux, précarité, difficultés sociales, etc. Mais le pendant, ce sera de parler de la vocation, de la passion et de pourquoi on a choisi les métiers qu'on a choisis. Tout à fait. Alors en tout cas, merci à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!